absolutely still. Suspicion's based on movement. I've seen things you people wouldn't believe. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. You've seen these films. The eyes, Chico. They never lie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Colmat, l'émission cinéma des étudiants et étudiantes de l'école Louis Lumière qui comble les trous dans votre emploi du temps en vous conseillant des films à aller voir en salle. C'est le 11e épisode de ce podcast consacré au cinéma récent ou moins récent que l'on peut voir en salle et qui revient après une longue pause estivale. Et aujourd'hui, derrière les micros, Clément Colliot et Loïc Matos. Mais oui, on n'est que deux aujourd'hui, pas d'invités, mais c'est pas un peu pour fêter le... Bah c'est des retrouvailles tout voilà, simplement. C'est ça, depuis le temps. Intime. On peut peut-être dire d'ailleurs que c'est notamment tous les mouvements de grève généraux qui appelaient à notre retour, qui nous ont fait revenir. On ne voulait pas spécialement, on s'est dit, bon, on va garder nos avis, mais là, la contestation populaire... Le nombre de bannières au retour de Colmat qu'on a vu dans la manifestation nous ont fait bon. Ah bah Macron, ok, vive Colmat, on a fait on l'a ok, pas mal vu, un épisode à la limite, et s'il marche bien, on verra. S'il marche bien, 1000 retweets. Non, c'est pas, on n'a pas de Twitter. Bon, aujourd'hui, on va vous parler de 4 films. Revoir Paris d'Alice Vinocourt, déjà sorti il y a un petit moment, mais on devait vous en parler. Et L'origine du mal de Sébastien Marnier, thriller français frôlant avec le genre. Et en guise de film de rétrospective, les classiques La 25e heure de Spike Lee et Conversation secrète de Francis Ford Coppola. Et c'est parti pour Revoir Paris. Tout s'est effacé de ma mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Le matin, très tôt, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Tu avais été transporté, tu étais blessé, je suis venu te voir. Je suis passé dans la rue du restaurant, il y avait des fleurs et plein de dessins d'enfants. C'était comme un couloir dans lequel les gens défilaient. Pour son 4e long métrage, Alice Vinocourt décide de s'attaquer à la question du traumatisme des attentats terroristes sur les habitants de la capitale. Alors que Novembre, en ce moment à l'affiche, fait le récit documenté de l'enquête du côté de la police, Revoir Paris s'intéresse de façon plus intime et romancée au personnage de Mia, jouée par Virginie Efira, survivante d'une attaque inventée mais inspirée de celle du 13 novembre, qui a largement perdu la mémoire sur ce qu'elle a vécu durant ce moment tragique. Alors qu'elle fait peu à peu la lumière sur ces événements, notamment grâce à un autre survivant joué par Benoît Magimel, elle va mettre au jour un récit sensible et collectif pour, peut-être, réussir à revoir le Paris des attentats. Revoir Paris, un film qui nous a tous les deux énormément charmés, Loïc. Oui, tout à fait. J'ai pour le moment le bonheur, que je ne connais pas trop d'habitude, d'avoir en fait que des films français parmi les films que j'ai vraiment beaucoup adoré cette année. Je suis bien d'accord. Et ici, Revoir Paris, c'est une expérience qui est très sensible. Et pendant tout le film, je faisais que me répéter un seul mot en regardant ce qui m'était proposé. C'était le mot grâce. Je trouve le film très beau et qu'il a vraiment une compréhension et une attention à tous les gestes, à tous les détails, à tous les regards qui sont essentiels en fait dans ce propos qui est un film de traumatisme où les gens vont essayer de se rattacher aux faits du quotidien, où ils vont essayer de se soutenir. Le fait de toujours être comme ça dans la compréhension et dans l'attention des gens, c'est quelque chose de rare. En fait, voir comme ça des personnages qui sont dirigés et où ils essayent de saisir vraiment toutes ces choses infimes, c'est rare de voir ça au cinéma. On a plutôt l'habitude de voir des grosses idées, des grosses structures, des gros mouvements, des gestes marquants. Et là, le fait que même en fait, ils soient pas filmés en gros plan, et en général, ce soit plutôt de l'ordre du petit mouvement de main à distance fait par quelqu'un, ou juste de la parole d'un mot qui a plus de valeur qu'un autre, ça montre que ici, ce qui intéresse la réalisatrice, c'est ces personnages. Et les personnages qu'elle raconte, qu'elle nous montre, ce sont aussi des reflets et aussi des inspirations, puisque le film a été coécrit, ou en tout cas co-travaillé avec le frère de la réalisatrice, qui lui a vécu les traumatismes en étant dans un restaurant, il me semble aussi, mais aussi à la France en général, qui est quand même aussi un sujet de ce traumatisme-là, un traumatisme qui a marqué le pays, qui a marqué les consciences, avec lequel elle essaye de faire la paix. Moi, ce que je trouve assez admirable, c'est que c'est un film un petit peu risqué, et je trouve que le début du film est pour moi la partie la moins réussie. Valide un petit peu quelques craintes qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire un film un petit peu convenu sur ce personnage qui se sent un petit peu déphasé après avoir vécu quelque chose que ses proches ne peuvent pas comprendre, et on a cette scène de fête où elle est un peu à part, mais il faut absolument pas en rester aux a priori qu'on pourrait avoir sur ce film, mais vraiment plus le film avance, plus il va se déplier,
et faire preuve d'une richesse inattendue. Ce que je trouve extrêmement élégant dans ce film, c'est que, comme tu l'as dit, c'est un film de personnages, mais de personnages au pluriel, et c'est sa façon de basculer de l'intime au collectif, ou plutôt de mêler ces deux thématiques, quoi. On suit donc ce personnage qui va essayer de se remémorer, de retrouver un petit peu des bribes de souvenirs qu'elle a perdus. Et dans cette quête personnelle, l'idée assez géniale de Alice Vinocourt, qui lui permet de faire un film qui parle vraiment du peuple parisien, des attentats au sens un peu plus large, c'est que elle comprend que si une personne fait la lumière sur quelque chose qui lui est arrivé, ça enrichit un récit qui est collectif. Et ça, c'est extrêmement élégant. Et peu à peu, dans le film, on va avoir une sorte de polyphonie qui va se mettre en place avec des personnages qui vont notamment s'adresser à la caméra, faire leur récit de ce qui les a marqués pendant les attentats. Et ce dispositif qui va comme ça venir s'enrichir, ajouter des nouvelles voix, c'est tout à fait émouvant et extrêmement juste, puisque ça permet comme ça de présenter plusieurs témoignages qui vont venir, on va dire, s'assembler en une sorte de galaxie qui peut nous donner un aperçu de qu'est-ce que c'est que cette population qui a été prise dans les attentats. Et cette idée comme ça d'une quête de mémoire personnelle qui devient un enjeu collectif, je pense que c'est quelque chose d'assez... en tout cas, quelque chose que moi, j'avais pas beaucoup vu au cinéma et qui m'a vraiment beaucoup intéressé ici. C'est tout à fait juste, et le personnage de Virginie Efira, en fait, évidemment, fonctionne comme un protagoniste dans ce film, mais aussi comme un élément simplement moteur, qui va débloquer, comme tu le dis, des histoires, des pans d'histoires collectives. Une femme qui va accepter le comportement qu'elle a eu pendant l'attentat, alors qu'elle vit avec le poids de la culpabilité. Des gens qui n'avaient pas rencontré, ou qui n'avaient pas pu voir d'autres personnes avec qui ils avaient passé le moment de l'attentat, qui vont pouvoir être rencontrés par ce personnage moteur. Et même, ce que je trouve particulièrement beau, Alice Vinocourt donne à un moment la parole à l'homme, ou en tout cas je ne sais pas si c'est le mari ou le conjoint de Virginie Efira, en voix off aussi, parce qu'il n'y a pas que les victimes au premier degré des attentats qui ont subi ces attaques, mais par exemple le conjoint de Virginie Efira qui dit que justement il regrette énormément ces événements-là parce qu'il sent que la déconnexion avec sa partenaire est totale, et même il viendra plus tard à utiliser ces mots très forts de j'aurais préféré être là avec toi, quoi. En parlant d'un récit collectif comme on le fait depuis tout à l'heure, parce que c'est vraiment le mot qui est essentiel pour comprendre le film, et même le titre du film nous évoque ça directement. C'est l'idée de revoir, c'est l'idée d'assembler ces différentes pièces, ces différents morceaux, différents points de vue pour refaire toute une histoire. Il y a aussi celle d'un personnage qui était totalement absent des événements, qui a perdu ses parents dans une attaque, et qui, elle, a besoin de connaître l'histoire pour pouvoir en faire le deuil. Elle a besoin, comme ça, de revivre le trajet qu'ont vécu ses parents le jour de leur mort pour en faire le deuil. D'ailleurs, elle essaie de reconstituer alors à quelle table exactement ils étaient assis, etc., au moment où ils sont décédés. Mais en fait, finalement, c'est plus quelque chose de l'ordre du sensible qui va lui permettre de vraiment comprendre ce qui s'est passé. Et c'est une scène vraiment magnifique. Où elle, d'ailleurs, presque, on peut dire qu'elle cherche une pièce de puzzle dans un tout à fait, dans image une toile immense. Plus grande, ouais, c'est joli. Mais c'est exactement ce que tu disais. Il y a l'idée des petits gestes, mais aussi des personnages secondaires ou tertiaires qui, comme ça, vont assembler et qui occupent vraiment l'attention du film totalement. Et pendant la deuxième moitié du récit, je pense qu'on peut parler un petit peu de ça, le film va un petit peu surprenamment dévier de sujet, tout en restant évidemment toujours pertinent, où Virginie Efira va essayer de retrouver la personne avec qui elle a vécu l'événement, c'est-à-dire avec qui elle s'est enfermée dans une pièce et avec qui elle a passé tout son temps. D'abord, ça va être une question de retrouver la mémoire, de se souvenir de qui était la personne, de quel était son visage, de quels étaient les tatouages qu'il avait sur le corps, et ensuite physiquement de retrouver la personne pour pouvoir lui adresser la parole. Et toute cette quête de ce personnage-là va nous mener à travers Paris par différents personnages, différents événements, pour justement aussi montrer qu'il n'y a pas uniquement les Parisiens blancs qui ont vécu les traumatismes, là où on associe beaucoup l'image du trauma à une sorte de les parisianisme, terrasses, etc., exactement, mais aussi aux cuisiniers, aux barman, aux gens qui sont dans l'ombre, aux gens sans papier, aux immigrés. Et le film va donner la parole à ces personnes-là aussi, alors qu'on n'a jamais donné la parole à ces gens-là suite au traumatisme. Peut-être parce que justement, ça arrangeait de catégoriser les immigrés comme étant les terroristes, et du coup on ne pouvait pas dire que d'autres immigrés avaient aussi été leurs victimes. Ça, c'est vraiment une idée assez géniale, parce qu'elle est en même temps complètement inattendue, et en même temps sans elle, le film serait vraiment incomplet. L'enquête du personnage de Virginie Efira va comme ça dériver donc un petit peu dans la deuxième partie, mais c'est aussi ça la question que se pose Alice Vinocourt, c'est comment revoir Paris, le Paris on va dire de l'époque, mais en fait par écho le Paris d'aujourd'hui, de façon vraiment juste.
elle entre dans cette question sociale, sur la question des minorités, des sans-papiers, etc., d'une façon presque complètement logique, quoi. Il y a pas un côté film à sujet, ça c'est une expression qui est extrêmement couramment utilisée surtout pour qualifier des films français. Ça c'est un film sur tel ou tel sujet, comme si on lisait un article et on en sortait en ayant toutes les réponses. Non, là, il y a vraiment une qualité, pas documentaire, mais dans l'idée de rétablir un petit peu de justesse. C'est pas un film qui va nous dire les attentats c'était ci, ça, mais qui va essayer de recollectiviser un récit qui a été trop réduit à quelques éléments. Et Alice Vinocourt en parle elle-même, elle dit que son geste de création en lui-même a pour objectif de potentiellement servir littéralement aux spectateurs et aux gens qui peuvent avoir vécu les attentats de près ou de loin, à justement rajouter peut-être une pièce au puzzle et essayer de compléter un petit peu cette sorte de tableau des événements pour pouvoir vivre avec. Et une autre chose qu'elle fait dans le film, qu'elle travaille, une autre matière, c'est celle du corps. À plusieurs moments, elle a une approche qui est toujours aussi sensible qu'on le disait tout à l'heure, par le toucher, par le fait de justement devoir porter les séquelles à la fois psychologiques et physiques de ces événements-là, donc c'est difficile de devoir les voir tous les jours, et finalement de les accepter, de pouvoir vivre avec. Et il y a cette scène de sexe dans le film à un moment que je trouve très belle, où justement les personnages vont passer leurs mains à différents endroits des traumatismes, presque pour apaiser les douleurs psychologiques par l'espace physique, notamment un moment où le personnage de Virginie Efira va glisser sa main dans l'appareil qui soutient la jambe de Benoît Magimel, et je trouve ce geste d'une tendresse, alors que ça c'est rien, enfin c'est un petit truc, mais le fait de faire ce geste-là, je le trouve vraiment magnifique. Je trouve que c'est extrêmement habile d'avoir réussi à tirer de de ce sujet qui est un peu risqué, parce que c'est un petit peu la porte ouverte à une sorte de misérabilisation d'une certaine population, et donc on sait dans quel schéma un petit peu haineux ça peut se répercuter, et là d'en faire un geste politique vraiment intelligent, quoi, vraiment sincère et malin, quoi. Et une force du film aussi, c'est d'oser représenter la scène de l'attentat, parce que j'ai pu entendre différentes personnes dire que justement c'était sale ou c'était malpropre de faire ça, parce que justement ça pourrait raviver les douleurs que les gens ont vécues pendant les événements même, et que ça peut peut-être tourner même vers une sorte d'autosatisfaction de recréer ça dans une sorte de geste malsain. Vraiment, j'en pense l'opposé. Je pense que si le film n'avait pas osé représenter cette scène-là, il aurait été d'une couardise terrible. Et qu'en plus, là, il le fait avec une justesse impressionnante en suivant le point de vue de Virginie Efira. Donc on est vraiment dans sa tête, dans sa bulle au moment de l'attaque. Et au moment d'ailleurs où elle va sortir, elle va être accompagnée par la police, on est toujours dans son point de vue. On a juste la caméra qui décale un tout petit peu pour voir les quelques éléments autour, les corps au sol, et surtout le son qui va créer toute l'ambiance de tension et qui va mettre toute cette violence en exergue, avec par exemple cette idée d'entendre uniquement un tir, un corps qui tombe. Et on comprend très rapidement par ce genre de dispositif à quel point ça peut être horrible d'être présent sur place. Moi, j'avais le sang glacé devant cette scène. Mais c'est une séquence qui est extrêmement brève, il n'y a pas du tout de complaisance là-dedans, c'est vraiment un faux procès d'intention. Et en plus, au cas où, c'est encore une fois, c'est pas une reconstitution exacte de véritables attentats, même si évidemment l'idée c'est de parler de ceux du 13 novembre. C'est là, voilà, un café qui n'est pas celui dans lequel c'est arrivé, des gens qui ne sont pas ceux à qui c'est arrivé. C'est une précaution en plus. C'est un film très, très précautionneux qui prend soin comme ça. Oui, toute l'intention du film, c'est de prendre soin de ces sujets, de prendre soin des gens et de justement donner un peu d'amour. Et qui comprend en plus très bien son sujet, qui n'en veut pas au conjoint de Virginie Efira de ne pas pouvoir vivre dans le monde qu'elle après ce traumatisme, et qui essaye comme ça de faire en sorte que tout le monde puisse un peu mieux se comprendre. Mais c'est vraiment continuer. Un film de reconnexion. Et d'ailleurs, le personnage de Magimel est un peu comme ça. C'est un de ceux qui est le plus diminué physiquement dans ceux qu'on croise dans le film, mais c'est presque le plus guilleret. Si vous avez beaucoup aimé Revoir Paris, ou si vous êtes intéressé par un peu les films de traumatisme comme ça m'a rappelé un film que Clément et moi connaissons et que j'aime beaucoup. C'est État second de Peter Weir, donc le réalisateur de Le Cercle des Poètes Disparus ou de Truman Show, et qui raconte comment Jeff Bridges, qui vit un accident d'avion et en survie, doit continuer à vivre parce qu'il est tellement convaincu pendant l'accident qu'il allait mourir qu'il continue sa vie en se disant « je suis mort » en fait. Et comment est-ce que quelqu'un essaye de se reconnecter à la vie et au fait de traîner avec des gens, de devoir, tout simplement vivre pour un personnage qui se considère comme mort.
C'est un magnifique film, si vous avez l'occasion de découvrir. Fearless, en anglais. Est-ce qu'on passe à l'origine du mal ? C'est parti, on va passer de la précaution à la violence. la violence. Je vais avoir besoin de toi. Pour faire quoi? Je veux que tu témoignes en ma faveur. Je vais pas me faire piquer tout mon fric par ces deux salopes. Espèce de vieux machin. Toi, tu la laisses faire. Bon, moi, tu sais tout ce qui peut t'emmerder. Sébastien Marnier, qui a d'abord été écrivain puis réalisateur, nous livre son 3e long métrage, avec un casting français prestigieux. Laure Calamy, Jacques Weber, Dominique Blanc, Doria Tillier ou encore Suzanne Clément. Laure Calamy y incarne une modeste ouvrière qui n'a pas connu son père et découvre qu'il vit dans l'opulence avec les femmes de sa vie. Alors que Laure essaye de se rapprocher de lui, les autres femmes semblent la craindre et détester le père, réveillant ainsi les rancœurs et jalousies de la famille. Qu'est-ce que t'en as pensé, Clément ? L'origine du mal, c'est un film intéressant et Sébastien Marnier, un cinéaste intéressant également. Et on retrouve un petit peu ici son goût pour le cinéma de genre en général. Alors, ce film-là, est-ce que c'est du cinéma de genre ou pas ? C'est une définition qui est toujours un petit peu large et poreuse. Mais en tout cas, on retrouve ce côté thriller, tension, qui était déjà notamment dans l'heure de la sortie, avec beaucoup de références faites à des cinéastes explicitement estampillés de genre. L'heure de la sortie, c'était plutôt John Carpenter, et ici, ça va être un petit peu Brian De Palma, notamment par ce jeu de manipulation, de faux semblants, et notamment tout ce plan d'ouverture. Donc, l'origine du mal, c'est voilà, cette espèce de thriller familial avec quelques twists. Ma principale réserve vis-à-vis du film, c'est que je pense que c'est un film qui veut parfois un peu trop en faire. C'est assez amusant, ça m'a fait penser à quelque chose que je m'étais dit devant Titane, où je trouvais que le début du film faisait très note d'intention. Il y avait une envie de dire j'ai envie de faire de la body horror, alors pam 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 pam, plein de scènes de body horror, comme ça, un côté très démonstratif. Et j'ai l'impression que chez Sébastien Marnier, il y a un petit peu ce même, alors travers, c'est un mot un peu dur, mais disons ce sentiment que le cinéma de genre étant tellement rare sur les écrans français, dès qu'il y a la possibilité d'en faire, il faut y aller, quoi. Il faut montrer, il faut s'engouffrer dans la brèche. Et donc je trouve que c'est un film qui est plutôt assez bien tenu dans l'ensemble, tout à fait sincère, je pense, de la part de Marnier, mais qui a un petit peu un déficit de subtilité ou qui est souvent un petit peu trop appuyé avec de la musique extrêmement pompière, des mouvements de caméra un peu démonstratifs, toute une série de manipulations scénaristiques un petit peu appuyées. Je trouve que c'est un film un film assez tenu mais un peu trop souvent un peu trop littéral, je dirais. Moi, c'est un film qui m'a vraiment bien plu. C'est vrai que il a un scénario à twist, quoi. C'est vraiment un film à scénario très écrit qui prévoit tous ces moments d'attention au scénario, de surprise du spectateur et qui va peut-être aller trop loin dans ce dispositif-là, quitte à trop marquer certains éléments pour être sûr que tout le monde comprend bien. Donc le scénario marche bien en étant suffisamment surprenant et en étant suffisamment captivant, mais j'ai l'impression qu'il manque d'un petit truc, peut-être des personnages plus profonds, des personnages plus écrits, même si je comprends l'intérêt d'avoir un peu des archétypes de personnages pour fonctionner un peu à la Agatha Christie, avec des personnages que l'on comprend vite et ensuite leur faire jouer des éléments et des interactions. C'est à ce niveau-là que ça va être plutôt intéressant. On pense un peu à ce côté whodunit où ils sont pas enfermés, mais ils sont tous comme ça dans ce lieu un peu clos. Tout à fait, il y a vraiment cette idée du whodunit, mais même sur l'affiche, oui, tout à fait, on retrouve la disposition des personnages comme ça, et même avec ce tag qui ment, qui est un peu qui rappelle un peu presque le truc de Parasite, où il y avait cette idée de chercher l'intrus, tout à fait. Donc peut-être que ça vient de cette réserve par rapport à la profondeur des personnages, mais je comprends l'intérêt. Néanmoins, Sébastien Marnier, il a vraiment un truc à lui qui est le visuel. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui comprend comment raconter du cinéma par les images, par des corps, comment placer les corps, comment mettre en cadre, et qui raconte énormément à travers ça. Ça fait plaisir de voir des films comme ça, où tu comprends certaines choses, certains éléments, certaines interactions, juste par la façon dont le personnage est mis dans le cadre, juste par la façon dont un petit élément visuel va interagir et va raconter beaucoup de choses. C'est une force qui tient aussi de l'écriture du scénario, parce que c'est des idées qui se trouvent à ce moment-là, mais qui prennent vie et qui sont très satisfaisantes en fait, à voir en tant que spectateur de savoir qu'on n'est pas pris pour des cons, entre guillemets, et qu'on peut saisir des choses, des éléments, même si, comme on le disait, il y a certains de ces éléments-là qui sont un petit peu trop lourds, notamment une image d'une mouche prise dans une plante carnivore qui est très appuyée, et on comprend bien
on avait déjà compris en fait cette sorte d'image, même si je comprends encore une fois l'idée d'y instiguer, comme Clément le disait, une sorte de sensation de genre par les événements qui peuvent un peu arriver sur le côté. C'est ces gros plans sur des animaux empaillés, un peu à la Psychose, c'est ce genre d'éléments dérangeants qui se rajoutent à la mise en scène, de façon à créer du genre, là où de base, on est plutôt sur un thriller. Mais ce truc des animaux empaillés, je trouve que c'est un bon exemple. C'est pas une mauvaise idée du tout. En plus, Lorca-Lamy découvre comme ça cette maison extrêmement surchargée. On sent qu'il y a du pognon partout, qui est dépensé dans des trucs un petit peu improbables. Et donc, il y a effectivement quand même plein de bêtes empaillées. Et ça, c'est un très bon élément de décor. Et effectivement, Marnier, je pense, a bien révisé son Psychose, ce qui fait d'autant plus une référence à De Palma, qui lui-même le cite à longueur de temps. Mais là, disons qu'on a 25 gros plans sur des animaux empaillés, quoi. C'est un peu voyant. Ce qui est dommage, c'est que le film aurait été plus, je pense, plus prenant s'il essayait pas autant de faire des effets. Il y a un côté un petit peu film à pirouette ou film qui veut nous montrer à quel point il a trouvé la bonne idée. C'est un peu ce qu'on retrouve notamment dans le twist de milieu de film, sans dire du tout ce qui se passe, mais disons qu'on comprend une première fois, et ensuite il y a un deuxième élément qui vient nous appuyer qu'il y avait un twist, et un troisième élément, et les musiques se déclenchent, et un côté comme ça, un petit peu lourd. Je trouve qu'on a un peu le même sentiment sur plusieurs de ces idées visuelles. Il y en a une que je trouve assez exemplaire, c'est un moment où le personnage de Lorca-Lamy est filmé à travers une série de verres de vin et qui comme ça vont faire une image diffractée. Et donc évidemment, question du double, est-ce que ce personnage dit la vérité ou ment ? L'idée est pas du tout mauvaise, ça s'intègre bien dans la logique de la scène, mais disons que le plan est fait de sorte qu'on ne voit que les verres, quoi. C'est un peu comme si le film nous pointait du doigt sa propre idée. Et c'est dommage parce que il perd un petit peu en finesse, alors que je trouve qu'il y a quelques très bonnes scènes dans le film, mais qui sont plus retenues du côté de la métaphore visuelle. Notamment une scène où le père vient voir Lorca-Lamy dans sa chambre, et là il y a un truc sur le corps qui est extrêmement dérangeant, mais juste en filmant de façon extrêmement presque neutre, quoi. On voit cette espèce de masse comme ça, et ça crée tout de suite un sentiment, c'est beaucoup plus incarné que des petites idées visuelles qui sont comme ça un peu plus poseuses. Mais ça, c'est un truc que je trouve très intéressant dans les films de Marnier en général, c'est ce rapport au corps, et j'irais même plus loin, ce rapport à l'érotisme. En fait, j'ai l'impression qu'il essaye de réanimer certaines choses qu'on pouvait trouver notamment par exemple dans les films de Brian De Palma dans les années 70 et qui s'éteignent petit à petit. C'est ce rapport à l'érotisme, pas du tout pornographique, pas du tout dans ce genre de représentation là, mais où on a quand même une sorte de façon de filmer les corps, les rapports, la nudité, un peu de sensualité latente. Exactement, une sorte de tension qui est présente dans chaque scène, qui n'est pas forcément besoin d'être une scène de rapport sexuel, et juste dans comment est-ce qu'il filme les corps, même dans des corps qui pourraient être entre guillemets disgracieux, de ce père qui est une masse terrifiante, mais il y a quand même une forme d'érotisme là-dedans, quoi. Ouais, la scène se développe de façon assez excellente. Il y a pas mal d'autres choix de mise en scène comme ça, où j'ai du mal à me décider sur ce que j'en pense. L'utilisation des split screens, qui à la fois est logique, on comprend très bien comment l'idée s'intègre, et en même temps, il y a une forme de littéralité qui fait que on est plus emmené dans le récit par la mise en scène, on est face à la mise en scène, quoi. Il y a quelque chose comme ça, c'est vraiment de l'ordre du dosage, mais et je trouve que ça culmine un petit peu dans une fin que je trouve un petit peu ratée, un petit peu en deux temps. Je trouve qu'il y a une très bonne idée. Alors je veux pas dire ce qui se passe, mais on va dire il y a un moment où le personnage de la mère dit une phrase à Lorca-Lamy, la mère est hors champ, Lorca-Lamy est dans le plan, Lorca-Lamy sort du plan et ça donne une sorte de double sens assez fin à la phrase que lui a dit la mère. Et là il y a quelque chose de l'ordre d'une fin qui me plaît un peu plus, quoi, quelque chose d'un peu plus lancinant, un peu plus complexe. Et le film ne peut pas s'empêcher ensuite de clore son récit un petit peu comme si il avait été un peu piégé, quoi, par ses propres fusils de Tchekhov, de dire qu'il a pas été assez audacieux pour contrevenir à cette logique de scénario un peu plus balisée. Mais en même temps, cette dynamique-là, d'avoir, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup de plans, beaucoup d'effets, de représentations qui tendent vers le genre, en même temps, je me pose la question de est-ce que c'est pas parce qu'on a été habitué trop à l'inverse. Je veux dire, quand on regarde des films des années 70, il y a aussi beaucoup de styles et beaucoup de figurations, mais à laquelle on est beaucoup plus prompt à être tolérant, parce que on sait que les films de l'époque étaient faits comme ça, on est habitué à ce genre de gestes. Et le fait de ranimer ça de nos jours, moi, j'avoue que ça me plaît quand même bien, et j'aime plutôt cette idée d'avoir beaucoup de choses visuelles qui créent des sensations qui deviennent lancinantes en moi, peut-être pour que
au fur et à mesure qu'on fasse de plus en plus de films du genre, après un Titane, après un L'origine du mal, qu'est-ce que ce sera, qui peuvent nous ranimer, nous réhabituer à ce genre de travail-là qui a été oublié en fait. C'est possible, mais disons que là, je trouve que dans le film, il y a un côté un petit peu bon élève, quoi. On sent quelqu'un qui a fait ses classes du film de genre et qui a envie de faire des plans un petit peu en mode film de genre. Au final, voilà, je trouve que c'est un peu dommage qu'il reste de L'origine du mal, surtout ce côté un peu, c'est un scénario bien ficelé. Voilà, Marnier, c'est ni un maniériste comme De Palma avec des choses extrêmement baroques, extrêmement stupéfiantes, ni un maître du suspense plus retorse à la Hitchcock. Et du coup, je trouve que son film manque un peu de vertige. Il y a aussi quelque chose dont j'aimerais parler dans le film, c'est quand même la place des femmes. Enfin, parce que c'est un film qui est essentiellement féminin. Je veux dire, il y a qu'un seul personnage masculin fort dedans, et tout le reste de la galaxie de personnages est féminin. C'est un choix que je trouve génial. Déjà parce que on est obligé d'en parler, alors que si ça avait été que des personnages masculins, sauf une femme, on en ça aurait été juste tous les films. Voilà, on n'en aurait jamais fait mention. Ça, c'est la une du film français là avec Reconquête. Mon Dieu. Et ensuite, parce que ça fait plaisir de voir autant de personnages là et de s'interroger sur justement la position de la femme vis-à-vis du patriarcat qui est représenté par ce personnage de Jacques Weber qui est ce père qui est là depuis longtemps, qui a couché avec plein de femmes, qui a fait un peu ce qu'il voulait, qui a l'opulence, qui possède tout, qui possède ses filles, qui possède sa femme. Personnage vorace. Exactement. Et de se poser la question donc de d'où vient ce mal ? Est-ce que c'est un mal qui est masculin ? Est-ce que c'est un mal qui est patriarcal ? Est-ce que c'est un mal qui est sociétal ? Et je pense que c'est là que le titre du riz... Le titre du riz. Basmati. C'est là que le titre du film intervient. C'est que je pense que la réponse à Sébastien Marnier à où est l'origine du mal, c'est qu'elle est partout. Elle est en chacun d'entre nous et c'est ce vice qu'on a tous qui va nous emporter, que l'on soit une femme, que l'on soit un homme, finalement. Bon, je vais pas trop essayer d'exposer mes réserves là-dessus. C'est un peu nid de vipère de dire nid de vipère comme le film, hein, parce que voilà. Mais ce choix d'avoir que des personnages féminins, et disons que c'est un choix explicite du film de faire en sorte qu'il n'y ait aucun homme. C'est pas pour dire que juste les personnages majoritairement sont féminins, ils sont vraiment tous féminins sauf le père. Et un autre personnage masculin dans le film qui est présent par son absence, exactement. Mais d'ailleurs qui est absent pour aussi une raison de stigmatisation parce qu'il était homosexuel. Ce choix donc d'avoir vraiment que des femmes, quitte à ce que certaines aient des prénoms masculins, ça pareil c'est la source un peu d'une série de malentendus plus que d'ambiguïté que je trouve assez maladroite dans le film. Il y a ce côté un petit peu le choix qui en jette, mais est-ce que c'est vraiment une si bonne idée ? Est-ce que pour parler des femmes et d'une certaine partie de leurs conditions à ce titre, ça aurait été pas plus malin d'avoir quand même des hommes pour créer un contexte. Là du coup c'est un film qui est, je trouve, pas du tout politique ou pas vraiment féministe ou l'inverse quoi. C'est de l'ordre un peu de l'effet quoi. Je pense pas que le fait de choisir autant de femmes soit un geste éminemment féministe, mais que c'est plus un geste pour de temps en temps voir des femmes au cinéma quoi. Oui, moi ça c'est tout à fait justement et je trouve ça chouette qu'on n'ait pas forcément besoin de se dire ok c'est un film féministe ou c'est un film politisé, c'est juste un film où on suit des femmes et qui sont à la fois les protagonistes, les entre guillemets méchants, qui sont corrompus, traîtres, enfin je trouve ça cool de voir d'autres figures que des hommes qui sont tout le temps d'habitude embarqués dans ce genre de choses. En tout cas, même si on a des réserves sur le film, moi je trouve que c'est un film qui est hyper divertissant. Enfin, pour le coup, j'étais vraiment pris devant. Ça fait plaisir de voir des films qui sont comme ça, très divertissants, qui sont français. On fait que le dire quand on parle de films français que c'est cool. Mais en même temps, il y a une idée en ce moment du fait que tous les films français sont nuls et qu'on n'a rien de bien. Alors que c'est l'inverse. C'est les meilleurs films qui sont les français en fait. Donc allez voir des films français en salle, je vous en supplie. C'est pour moi... une des meilleures années de cinéma français qu'on a eu depuis longtemps. Là, vraiment, oui, c'est clair. Si je fais mon top des films de l'année, déjà malheureusement il n'y a pas beaucoup qui rentrent dedans, mais c'est quasiment que des films français. Que ce soit Enquête sur un scandale d'État, La nuit du 12, Revoir Paris. D'à plein temps, qui était aussi exceptionnel avec Laure Calamy. Faisons plein de films avec Laure Calamy en fait, tout simplement. Bon voilà, on a assez parlé de France, donc allons au United States of America et parlons du film La 25e heure de Spike Lee. Ah bah là on va aller directement au cœur de New York. Now, if he runs, he's gone. He ain't coming home. If he pulls the trigger, they close the casket. They lock him away, he's gone. You'll never see him again. Stay with me. No, I gotta do one more little thing. J'avais envie de revenir pour ce film qui ressort en salle sur le cycle Film Noir qui a eu lieu à la Filmothèque depuis cet été et qui
au total couvert plus de 100 films. Et donc là, on est dans la 3e phase. Et d'ailleurs, dans les phases précédentes et dans celle-ci, il y a pas mal de films qu'on vous avez déjà recommandés dans des précédents épisodes de Colmat. Je pense au Point de non-retour de John Borman, Snake Eyes de Brian De Palma, Hanabi de Takeshi Kitano. Et dans ce riche programme, j'ai décidé de vous parler de La 25e heure, qui est donc un film réalisé par Spike Lee et sorti en 2002. L'histoire, c'est donc celle de Monty Brogan, qui est un dealer new-yorkais joué par Edward Norton, qui a fini par se faire rattraper par les autorités et à qui il reste 24 heures avant de devoir se présenter au pénitencier. Sinon, il sera poursuivi et aura une peine encore plus sévère. Et donc on suit cette dernière journée et nuit, entrecoupée de beaucoup de flashbacks, où Monty va essayer d'occuper au mieux ces dernières heures avec sa copine, en qui il n'est pas sûr d'avoir confiance et qui est jouée par Rosario Dawson, ou avec ses amis de longue date, mais est-ce que ce sont encore des amis ou juste des gens qu'on voit par habitude, et qui sont joués par Barry Pepper et Philip Seymour Hoffman. Et ce qui est assez fascinant dans le film, c'est que cette ambiance un petit peu de malaise, de non-dit, va venir refléter le climat de la ville de New York dans la foulée des attentats du 11 septembre. Donc le film sort en 2002 et c'est vraiment un des premiers films qui va prendre en charge cette question. C'est d'ailleurs une sorte de rencontre un petit peu magique puisque le roman qui est adapté dans La 25e heure a été écrit avant les attentats et le film était déjà en chantier au moment où ils sont arrivés et c'est lui qui a décidé de pivoter un peu le film pour les y intégrer. Et ce rapport au 11 septembre, il est présent dès le générique d'introduction qui montre des plans de New York avec l'ombre des tours, on va dire. Et d'ailleurs, un générique qui est accompagné par la musique assez magnifique de Terence Blanchard, qui est le musicien attitré de Spike Lee, qui est un très très grand compositeur et qui a fait un thème à la fois symphonique, extrêmement noble et tragique. Et c'est ce rapport au 11 septembre, il culmine dans une scène au milieu de film qui est complètement hallucinante, où Spike Lee filme, et c'était le premier à le faire, et je crois qu'il l'a fait sans autorisation d'ailleurs, le Ground Zero, qui est l'endroit des ruines des tours jumelles. À travers cette histoire qui, a priori, n'a un petit peu rien à voir, Spike Lee va vraiment mettre le doigt sur ce sentiment de gueule de bois, voire de colère aveugle qui touche tous les Américains au lendemain de la catastrophe. On voit notamment dans la célèbre scène du miroir où Edward Norton s'insurge contre toutes les différentes populations qui peuplent New York. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est la scène qui a inspiré l'écriture de Suicide Social d'Orelsan. Si des fans de cette musique pourraient être motivés à aller voir ce film qui est génial. Et ce qui est assez magnifique dans ce film, c'est que à travers l'histoire de ce petit dealer, il filme l'idée que le rêve américain a vraiment été brisé par le 11 septembre. Et Monty, c'était ce jeune New-Yorkais brillant, plein de potentiel, qui se retrouve du jour au lendemain sans avenir. Et cette question du temps, elle est au cœur notamment du montage du film, qui multiplie comme ça les jump cuts, les répétitions, les légers faux raccords, comme si toute la ligne narrative était brisée, heurtée. Et ça culmine jusqu'à la fin du film, donc je vais pas spoiler, mais qui donne un aperçu possible d'un avenir pour Monty, un rêve de nouveau départ, mais où cette projection a un petit peu la même texture que les flashbacks, comme si c'était un rêve perdu, très ensoleillé, mais qu'on sait appartenir à un fantasme qui n'existe plus, quoi. Et ça, c'est tout à fait déchirant, et si la conclusion du film est, toujours sans trop en dire, un petit peu indécise, c'est pas par facilité, c'est surtout parce qu'il y a un moment où le film de Spike Lee va vraiment rattraper et questionner l'actualité. Et donc à travers la question du destin de Monty, il va vraiment poser une question sur le futur de l'Amérique qui sera aux spectateurs de 2002 de résoudre. Et donc pour toutes ces raisons, je vous encourage vraiment à voir la 25e heure, qui est un film magnifique, et surtout un film assez rare qu'on ne trouve même pas en Blu-ray en France, par exemple. Donc si vous avez l'occasion de le revoir à la Filmothèque, je ne peux pas vous donner de date, mais généralement les films s'en vont, reviennent dans ce genre de cycle. Donc si vous restez à l'affût, je suis sûr que vous trouverez une séance à votre pied. Ouh. Loïc nous amène au cœur de Conversations secrètes. He can bug anybody, anytime, anywhere. Nobody knows how you did it, though, Harry. Caused a hell of a scandal, too. Look, do you see him? The man with the hearing aid, like Charles. He's been following us all over. They're not people to him, just voices. Vous connaissez sûrement tous Francis Ford Coppola, donc cet immense réalisateur américain qu'on connaît notamment pour Le Parrain, pour Apocalypse Now, et aussi pour son Dracula des années 90. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 70, ce réalisateur, il a eu sa décennie divine, presque, j'ai envie de dire. En 1972, il sort Le Parrain 1, qui est son premier grand succès, immense succès critique et populaire, qui remporte l'Oscar du meilleur film. En 1974, il sort Conversations secrètes, qui remporte la Palme d'Or. En
En 74 aussi, il sort Le Parrain 2, qui emporte à nouveau l'Oscar du meilleur film. Et en 79, Apocalypse Now, qui sera sa 2e Palme d'Or. Il a fait 4 films, 4 chefs-d'œuvre. Mais on pense jamais à Conversation secrète. Ce petit film un peu discret qu'il a fait donc entre Le Parrain 1 et Le Parrain 2, et qui était d'ailleurs sa condition sine qua non de réaliser Le Parrain 2, parce qu'à la base c'était pas dans ses plans, et il a dit ok, je veux bien le faire, seulement si vous me donnez de l'argent pour faire cet autre film que j'ai très envie de faire. Là, le film passe à la Cinémathèque à l'occasion de la rétrospective de Dean Tavoularis, qui est donc le chef décorateur célèbre de Coppola, avec lequel il a collaboré sur quasiment tous ses films, et qui est un immense chef décorateur qu'il a toujours gardé auprès de lui et toujours considéré comme un de ses plus proches collaborateurs, avec par exemple lequel il avait travaillé sur Apocalypse Now d'une façon très spécifique, en s'enfermant dans une pièce Coppola, Dean Tavoularis et Storaro, donc le chef-op, et ils se sont enfermés dans cette pièce pendant plusieurs mois, ou au moins plusieurs semaines, en ne contactant pas le monde extérieur et en étant juste concentré sur la recherche esthétique du film, en cherchant des images, des couleurs, des meubles, des objets, des choses, pour créer l'univers d'Apocalypse Now. Ça explique pourquoi, partiellement, c'est un chef-d'œuvre, mais c'est pas le film qui m'intéresse aujourd'hui. Conversation secrète, donc, sort en 74, et il marche dans les pas, on peut le dire, du blow-up de Antonioni, et d'avant ça, l'assassinat de Kennedy. C'est un film qui est concentré sur qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a entendu, et qu'est-ce qu'on peut faire d'une information parcellaire. Le film commence avec un plan magistral de Gene Hackman, qui est un acteur, qui est déjà l'acteur de French Connection et qui est un des acteurs les plus importants des années 70, et qui nous livre ici sa meilleure performance, je pense. Donc, qui écoute et qui suit, avec un système très complexe de microphone, une discussion dans un parc. Et il capte des bouts de discussion qui sont interrompus par des mauvaises ondes, par d'autres gens qui passent à côté des écoutés dans le parc. Et donc, il comprend à travers l'enregistrement qu'il est question d'un meurtre, ou en tout cas d'un assassinat, d'une attaque. Et pendant tout le film, il va être hanté par cette écoute, par cet enregistrement qu'il a fait pour quelqu'un. Il est juste censé donner les cassettes d'enregistrement parce que c'est son métier, il est professionnel. Donc, il donne ses cassettes et il n'a plus rien à y faire. Sauf que là, il décide d'enquêter sur quelle peut être cette fameuse affaire. Parce qu'il n'a pas envie d'avoir toute sa vie sur sa conscience, le fait qu'il aurait pu éviter un assassinat, un meurtre, et qu'il n'ait rien pu faire. Le problème, c'est que donc, ces enregistrements qu'il a captés, ils sont pas du tout parfaits. Il y a plein d'interférences, et ces sons vont revenir régulièrement dans le film, nous hanter, lui comme nous, et l'accompagner. Il va essayer de les déchiffrer, de les décoder. Il va y avoir plusieurs magnifiques séquences de lui qui essaye de bidouiller avec sa machine pour essayer de recapter ce qui s'est passé, un peu à la manière du Zapruder film, ce film qui était l'enregistrement donc de l'assassinat de Kennedy, qui nous donnait uniquement les images et pas le son, et qui a permis à beaucoup de gens d'essayer de trouver des théories pour essayer de comprendre comment il avait été assassiné, est-ce qu'il y avait un tireur unique, est-ce qu'il y en avait plusieurs. C'est la 2e fois qu'on parle du Zapruder film, d'ailleurs, je pense, parce qu'on doit l'avoir déjà mentionné pour Snake Eyes. Tous les jours, je pense. Tous les jours, c'est vraiment notre film préféré. Et d'ailleurs, t'as pas dit le mot complot, je suis un peu surpris pour l'instant. Oui, c'est vrai. Mais attends, parce que même le mot paranoïa va bientôt arriver. Voilà. Parce qu'évidemment, Conversation secrète s'ancre dans ce cinéma américain des années 70, qui est le cinéma de complot et surtout le cinéma de paranoïa, où on commence à remettre en question tout le système, tout ce qui est en ordre, toutes les forces qui sont au-dessus de nous, comme si l'on ne pouvait rien maîtriser du tout. On était toujours victime de son propre système, et d'ailleurs c'est ce que Gene Hackman va devenir progressivement dans le film. Lui qui était un écouteur professionnel va en fait être mis sur écoute, ou en tout cas va commencer à douter d'autres gens qui le surveillent et va être pris à son propre piège. Et ce jeu de machination, d'imbrication, de qui sait quoi, qui voit quoi, qui entend quoi, et de Gene Hackman au milieu de tout ça qui va commencer à perdre les pédales, qui va commencer à chercher autour de lui, d'essayer de comprendre si les gens sont là pour le traquer, si c'est des gens qu'il doit traquer. C'est une descente aux enfers et une spirale qui, je pense, est une des maestrias du cinéma américain de paranoïa, et qui va d'ailleurs marquer le film Blow Out de Brian De Palma, qui va sortir en 81, qui lui sera une sorte de compilation de blow-up et de conversation secrète. Dans Blow-up, c'était la photo, dans Conversation secrète, c'est le son. Dans Blowout, c'est les deux. Et une des grandes réussites du film aussi, c'est comment Coppola joue avec les motifs dans tout ce qu'il représente visuellement, avec l'enfermement dans les cercles, dans les carrés, dans les triangles, et comment est-ce que tous les motifs géométriques qu'il va toujours choisir de cadrer avec justesse vont jouer de l'enfermement de ce personnage. Ça, c'est très très cinéma de complot, hein. C'est vraiment... ça se retrouve beaucoup. Bref, c'est un film qu'on vous recommande tous les deux, qui devrait être davantage vu, ne serait-ce que pour son plan d'introduction, qui est un des plus beaux plans d'introduction de l'histoire du cinéma, et
son plan de conclusion qui est majestueux. Voilà, bref, beaucoup de choses à dire sur Conversation secrète, mais... J'ai 2 interventions courtes. D'abord, il y a Harrison Ford dans ce film, qui joue aussi dans Apocalypse Now. Donc il a tourné plusieurs fois de façon un petit peu marginale chez Coppola. Si vous connaissez un peu Tony Scott, vous verrez que dans Ennemi d'État, Gene Hackman reprend un personnage qui est extrêmement proche de celui de Harry Cole qui joue dans Conversation secrète. La musique est de David Shire, donc c'est une musique vraiment formidable. Et c'est aussi, pour l'anecdote, le compositeur de la musique de Zodiac, qui joue un petit peu sur cet héritage film paranoïaque. Et donc il passe le samedi 5 novembre à 18h15 à la Cinémathèque. Et n'hésitez pas à checker les autres films de Dean Tavoularis qui passent à l'occasion de cette rétrospective. Évidemment, Apocalypse Now, si vous ne l'avez pas encore vu, Le Parrain ou Coup de cœur et Rusty James, qui sont 2 chefs-d'œuvre de Coppola dont on ne parle pas assez. Top 3 films de complot. Conversation secrète, Les 3 jours du Condor, Snake Eyes. Ah ouais, ok. Moi j'avais Conversation secrète, À cause d'un assassinat, et Révélation, The Insider de Michael Mann, même si Snake Eyes est vraiment pas loin. Celui-là je l'ai pas vu, donc je peux pas dire. Et je pense Les 3 jours du Condor, plutôt 3e. Eh bien c'est sur ces chaudes recommandations que s'achève ce 11e épisode de Colmat. On est très content d'être de retour. On va essayer de reprendre un rythme un petit peu plus régulier. C'est faux, parce qu'on va pas être disponible pendant 2 mois. On va partir pendant un mois, mais l'esprit y est, quoi. On pense à vous de loin. Comme vous pensez à nous de près. On tient à remercier Laurent Stellin, Franck Joigny et Eric Urbain à Louis Lumière, Thibaut Noireau pour le mixage, Mathias Debar pour le générique de l'émission et Joshua Lac pour le logo. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode et en attendant, on se voit en salle. À plus. Il y a le yak. Yakari.